Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire organisé sur l'immobilier à Barcelone. Nous allons commencer dans environ 2 minutes pour respecter l'heure, les horaires de chacun. Et voilà, on est très content d'être avec vous aujourd'hui. Donc juste pour nous présenter brièvement, afin de pouvoir bien respecter la présentation. Donc moi je m'appelle Romain Traversino, je suis directeur de l'agence ici à Barcelone de J'achète en Espagne. Agence qui a été ouverte il y a un peu plus de 3 ans et demi, où on est une équipe de 10 personnes pour vous accueillir. Et bonjour, moi je m'appelle Jessica Meignier, je suis aussi à l'agence de Barcelone. Je suis chasseuse immobilier sur la zone de Barcelone, Catalogne, Costa Brava et Costa Dorada. Super. Pour information, les questions-réponses, qui est souvent une partie qui est très attendue par tout le monde, et on le comprend et nous on adore, aura lieu à la fin de cette présentation. Donc si certaines personnes devaient partir plus tôt pour des contraintes pro, perso, on a déjà mis dans le chat, et n'hésitez pas à nous confirmer que vous y avez bien accès, mon agenda digital, afin de pouvoir prendre un rendez-vous si vous souhaitiez approfondir votre projet à Barcelone et ses alentours, et pouvoir à ce moment-là en parler entre quatre yeux autour d'une visio pour pouvoir répondre à l'intégralité de vos questions et en savoir plus sur votre projet et vous-même. Donc, si vous voulez, il est 12h59, ça va être le moment de commencer. Donc, juste pour information, ce webinaire est quasiment uniquement sur Barcelone ville et ses alentours immédiats. On a fait le choix de faire ce webinaire uniquement sur Barcelone plutôt que la Catalogne parce qu'on a de la chance. On est sur un marché immobilier à Barcelona qui est déjà se suffit à lui-même et on aura ainsi l'occasion un petit peu plus tard, d'ici quelques semaines, quelques mois, d'animer un second webinaire qui sera dédié aux villes sur le littoral et à ce moment-là, de pouvoir vous donner plus d'informations et répondre de la même manière à vos questions. Donc, pour commencer ce webinaire, étant donné qu'on se doute que tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance de la ville, il y a des personnes qui peuvent habiter ici à Barcelone, il peut également avoir des personnes qui n'y habitent pas, ils peuvent s'y intéressent fortement. On va partir du plus commun sur la ville de Barcelone et ses alentours pour que vous la connaissiez mieux, afin ensuite de rentrer sur le marché immobilier barcelonais en choisissant des quartiers très précis, vous présenter des opérations qui ont été réalisées pour nos différents types d'acquéreurs et acquéreuses sur les derniers mois et que vous ayez ainsi une vision à la fin de ce webinaire la plus complète possible. Donc pour resituer un petit peu Barcelone dans son espace, que tout le monde se rende bien compte de l'importance de Barcelone en Espagne, mais aussi en Europe. La province de Barcelone, c'est 5,8 millions d'habitants. Donc, c'est une des métropoles les plus denses et les plus grandes d'Europe, littéralement. Barcelone même, personnellement, je suis de Paris. Pour vous ayez un ordre d'idée, c'est à peu près la même superficie que la ville de Paris, avec 1 600 000 habitants qui habitent à Barcelone. Ce qui en fait, vu une ville qui fait à peu près 100 km², ça en fait une des villes les plus denses d'Europe. Paris, c'est à peu près 20 000 habitants au kilomètre carré. Barcelone, on a 16 000 habitants. Donc, on est vraiment sur une ville avec une forte une densité de population, vraiment qui est très, très dense. Et il en est de même pour les villes autour de Barcelone. L'Hospitalet de Llobregat, par exemple, qui est collé à Barcelone, est une des villes les plus denses au monde. Pour vous en rendiez compte. Donc, je pense que c'est un facteur clé. Et c'est dû principalement à la géographie de la ville de Barcelone. Barcelone est une ville qui est géographiquement très limitée. C'est une petite ville. À Paris, Paris c'est délimité par le périph' maintenant. Barcelone, c'est un peu plus poétique, c'est délimité par la mer. Donc, bien sûr, il n'y a aucune possibilité de s'étendre de ce côté-là. Et au nord de Barcelone, la ville est délimitée par la montagne. Le parc naturel avec le Tibidabo fait une frontière naturelle qui empêche à la ville de se développer. Par conséquent, et ce qui est assez antagoniste avec ce qui se passe dans beaucoup de régions d'Espagne, ici, ce qui est vraiment le plus important, c'est l'immobilier ancien, c'est ce qu'on appelle segunda mano en espagnol. Donc, c'est vraiment l'immobilier ancien qui est roi, c'est l'immobilier ancien qui porte le marché, parce qu'il y a très peu de possibilités de construire, les espaces sont vachement limités, les permis sont durs à obtenir. Donc, vraiment, on est sur un marché de l'ancien qui est très dynamique, et c'est ce qui porte aujourd'hui le marché immobilier ici à Barcelone. Pourquoi Barcelone est une ville si attractive
Encore une fois, là, on parlait de sa démographie et de ses contraintes géographiques, mais je pense que c'est aussi important de bien comprendre. Barcelone, c'est une ville géographiquement, on est au nord, la Catalogne, c'est la région la plus au nord de l'Espagne, donc on est à proximité immédiate de la France. Perpignan, c'est à 1 h 30. Il y a un des principaux ports d'Espagne qui se trouve à Barcelone, donc c'est sûr que ça a toujours été dans son histoire une ville portuaire, une ville d'énormément d'échanges, une ville qui a toujours été ouverte sur la Méditerranée et ouverte sur le monde. Bien entendu, c'est aussi pour ça que tous, on aime tant l'Espagne. On est sur un climat qui est extrêmement agréable. Il fait beau quasiment toute l'année, même peut-être un peu trop. Aujourd'hui, on est dans une région aussi où il fait quand même, les températures sont moins sèches et moins dures en été que ce qu'on peut avoir en Andalousie, où on est encore sur des températures méditerranéennes ici, Méditerranée du Nord, dans d'autres régions d'Espagne, on va être sur des climats beaucoup plus proches de l'Afrique. Et je pense que pour les gens qui cherchent quand même un équilibre, une région beaucoup plus boisée, c'est quelque chose d'extrêmement attractif. L'avantage de Barcelone aussi, c'est que c'est une ville, je pense que c'est une des villes les mieux connectées d'Europe. Le réseau de transport en commun n'a rien à envier à une ville comme Paris. De manière générale, de toute façon, l'Espagne a des transports en commun qui sont vraiment excellents. On a un aéroport international avec plus de 50 millions de passagers, donc c'est le 6e d'Europe. On a possibilité à Barcelone d'avoir des vols directs pour une grande majorité de villes en Europe, capitale et également villes de région, de pouvoir avoir des vols, beaucoup de vols vers l'Amérique latine, d'avoir également des vols vers Dubaï, vers l'Asie, donc c'est très facile, vers l'Amérique du Nord, donc c'est très facile depuis Barcelone d'accéder à Barcelone, mais également d'aller ailleurs. Et puis également, je pense que c'est super intéressant et c'est un mode de transport qui est à mettre toujours plus en avant, c'est le réseau de trains. Barcelone est connecté à l'intégralité de l'Espagne en TGV, mais également connecté vers la France. Et pour ceux qui souhaitent utiliser le train, pour aller à Paris, c'est un peu moins de 7 heures de train en direct. Il n'y a aucun changement à faire avec la SNCF. Il y a des trains pour Marseille. Il y a des trains également pour aller à Lyon et toutes les villes telles que Montpellier, Nîmes, qui vont se trouver sur le trajet. Donc, l'avantage, où que vous soyez en France ou à l'étranger, et c'est un point vraiment super appréciable, on peut se rendre directement à Barcelone sans avoir à faire d'escale. Barcelone, je pense que beaucoup de personnes qui sont là, vous la connaissez, vous y êtes déjà allé. Pourquoi? Parce que c'est une ville qui a un tourisme unique. On est sur une des capitales touristiques d'Europe. C'est la ville la plus visitée d'Espagne. La Sagrada Familia, qui est un monument au patrimoine de l'UNESCO, est également le monument le plus visité d'Espagne. Toujours pas fini. On espère un jour peut-être le voir. 2026. Maintenant, on parle de 2032. On verra bien. Mais en tout cas, bien entendu, pour ça, pour son style de vie, son architecture, grâce à tous ses projets, à Gaudi qui a fait la Sagrada Familia, mais également à Puigcerdà dans l'Eixample qui a une architecture unique. On en parle dans certaines des vidéos qu'on a fait sur la ville. Ça rend Barcelone une des villes les plus attractives en Europe pour un touriste et il y a énormément de raisons de s'y sentir bien. On est aussi, je pense que c'est ça qui est extrêmement appréciable, Barcelone, c'est, je pense, une des villes les plus cosmopolites en Europe. Toujours, ça fait partie de son histoire portuaire. Il y a eu des gens du monde entier, des Italiens, des Français, des Arabes qui se rendaient à Barcelone. Donc, ça a permis aussi à la population locale, les Barcelonais, les Catalans, d'être habitués à vivre, à marchander avec des gens d'autres cultures. Et donc, on est sur une population aujourd'hui qui est très ouverte d'esprit vers la population étrangère. Barcelone, 17,6% des habitants sont étrangers et quasiment 40% ne sont pas nés à Barcelone. Donc, ça veut dire que c'est des Espagnols qui, pour des raisons professionnelles, sont également venus en Catalogne, à Barcelone, pour le dynamisme de cette ville. Donc, on s'y sent très bien. Bien entendu, parler espagnol, parler catalan ouvre énormément de portes et je pense que c'est une étape importante pour s'intégrer ici. Mais on est sur une ville où on peut également avoir des opportunités de travail en parlant anglais, voire pour un certain nombre d'entreprises en parlant parfois uniquement français et en ayant un niveau bon en anglais. Pour quelle raison? Justement, parce que Barcelone, c'est un des principaux hubs de start-up d'Europe. C'est le 3e après Berlin et Londres. Et aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises ouvrent dans certains quartiers, principalement à Poblenou, des hubs pour l'Europe du Sud, ouvrent également, c'est le cas par exemple de start-up comme Payfit, comme Conto, des bureaux, pas uniquement pour le marché espagnol, mais qui a également vocation à pouvoir servir le marché français, donc permettre
à des jeunes actifs travaillant pour ces entreprises de tech de faire le choix, plutôt que d'être dans leur siège à Paris, de venir habiter à Barcelone et profiter de la qualité de vie exceptionnelle dans laquelle on peut jouir. Un point, je pense qu'on ne mentionne pas dans les slides, mais qui est aussi super important, surtout si on habite en France, l'Espagne est un des pays les plus sûrs au monde et un des pays les plus sûrs d'Europe. Barcelone ne fait pas exception. Aucune ville est parfaite. C'est sûr, il y a des choses qui peuvent se passer dans certains quartiers. Néanmoins, on est sur une ville avec un niveau de criminalité, si on le compare avec les principales villes françaises, par exemple, qui est beaucoup plus faible. Et donc, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on peut s'y sentir aussi bien. Et puis après, Barcelone et la Catalogne. La Catalogne, c'est la deuxième région d'Espagne. On a plus de 8 millions d'habitants depuis l'année dernière. Il y a une démographie qui est très dynamique aussi, avec beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger, d'Europe et d'Amérique latine principalement, pour y habiter. Et c'est une locomotive espagnole. On est dans une des régions avec le PIB global, mais également le PIB par capita, donc les revenus des habitants les plus élevés d'Europe, et on est dans les moyennes d'Espagne, et on est dans les moyennes également dans les moyennes européennes. Donc je pense que c'est aussi des choses pour trouver un travail. On est dans une ville remplie d'opportunités, on n'est pas du tout dans une ville endormie, et on arrive à trouver cet équilibre entre qualité de vie méditerranéenne, mais également une ville un peu plus d'Europe du Nord dans sa mentalité, et vraiment ville de beaucoup de business. Maintenant, pour entrer doucement dans le vif du sujet et parler également justement du marché immobilier à Barcelone, aujourd'hui, sur l'année 2023, à date, donc on n'a que les chiffres jusqu'au troisième trimestre, donc on fait des statistiques qui sont interannuelles, donc c'est de fin septembre 2023 à fin septembre 2022, on a une augmentation du nombre de transactions, donc on a eu 4% de transactions en plus, donc c'est-à-dire que malgré un marché européen qui s'est totalement grippé. Il n'y a qu'à voir le marché immobilier français, luxembourgeois, belge, qui ont beaucoup souffert des taux d'intérêt. L'Espagne a aussi eu un volume de transactions de facto qui a baissé par rapport à 2022. 2022, c'était la meilleure année en termes de transactions immobilières de l'histoire des données enregistrées par le Collège des notaires sur les transactions immobilières. Et malgré cette baisse, Barcelone a réussi à tirer son épingle du jeu et à continuer de performer avec un marché immobilier qui est resté super dynamique malgré la montée des taux. Il y a pourquoi, un peu pour comprendre en plus des données que je vous donnais juste avant, c'est de se dire qu'en Espagne, 60% des transactions ont lieu sans crédit bancaire selon le Collège des notaires. C'est-à-dire que ces gens ont soit acheté comptant, soit ont pu faire des financements à l'étranger, en France, en Belgique, il est totalement possible de le faire pour un achat en Espagne. Néanmoins, pour un notaire espagnol, vu que les fonds ne viennent pas d'une banque espagnole, c'est considéré comme un achat sans crédit. Donc, je le relativise un tout petit peu, ce 60%. Néanmoins, on est quand même sur des chiffres qui sont très importants et on est sur un marché qui est beaucoup moins dépendant par rapport à un marché français, à un marché suédois de l'obtention de crédit. Pour les gens qui seraient intéressés sur un crédit pour le marché espagnol, il faut savoir qu'on a également chez J'achète en Espagne un service de courtage pour obtenir un crédit via une banque espagnole dédiée pour nos clients et on pourra toujours prendre le temps via notre calendrier digital d'en parler aussi. Et enfin, Barcelone, c'est 12,5% d'acquéreurs étrangers non résidents. Donc, on est sur des chiffres qui sont très bons. Les étrangers aiment Barcelone. On est sur un marché milieu haut de gamme où, pour une ville de la taille de Paris, on a des prix au mètre carré, on y viendra juste en dessous, qui sont en fonction des quartiers entre 2 et 3 fois moins chers. Donc, bien entendu, ça ouvre beaucoup d'opportunités. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la ville de Barcelone est en pleine croissance démographique. On est sur une ville qui continue de grandir. Il y a certains pays en Europe, tels que l'Italie, où le vieillissement des populations fait diminuer la population. À Barcelone, la natalité est différente. Et surtout, on a également beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, ce qui permet de continuer de dynamiser le pays. Et la croissance de Barcelone, mais aussi de l'Espagne, est toujours aujourd'hui en augmentation. Maintenant, pour vous expliquer un petit peu plus où est-ce qu'on en est niveau prix, aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à fin 2023, tous les quartiers de Barcelone ont subi des augmentations de prix. On est à 6,6% d'augmentation des prix au mètre carré en un an.
avec certains quartiers dont on va parler ensuite, tels que l'Eixample, à plus de 8%. Donc, il y a une réalité. Jessica, toi qui es sur le terrain tous les jours, tu t'en rends compte, il n'y a pas beaucoup de produits. Je ne sais pas si tu veux donner aussi justement ton sentiment de terrain par rapport à ça. Oui, par rapport à l'année dernière, c'est sûr qu'on voit bien une différence sur le mètre carré et le prix des biens, comparé à des critères qu'on va nous demander. Mais je vous donnerai des exemples tout à l'heure par quartier. Vous vous rendrez compte qu'il y a aussi des exemples de l'année dernière. Et dans la réalité d'aujourd'hui, ça sera des biens qu'on ne trouvera pas. Sur une note plus positive, les mètres carrés à Barcelone et en Espagne restent toujours très bas par rapport au reste de l'Europe, comme une ville comme Barcelone qui est extrêmement dynamique avec et la mer d'un côté, avec le ski juste à côté aussi à 1 heure, mais en étant une ville économiquement avec plein de travail, plein d'activités culturelles. Mais à savoir que les mètres carrés sont toujours, on va dire, dans un maximum environ de 5 000 le mètre carré. Et quand on pense que Lisbonne est à 7 000 le mètre carré, ça reste toujours un endroit super attrayant, sachant que si vous achetez toujours aujourd'hui, dans un an, déjà, en un an, on voit la différence d'une augmentation. Donc oui, ces acheteurs qu'on a eu il y a 2 ans ou 1 an ont déjà une super plus-value qui est faite. Et ça reste encore, parce que sachant qu'on est toujours à 5 000 le mètre carré, pour arriver à un 7 000 comme le Portugal où le PIB est super bas par rapport à Barcelone, par exemple, pour cet acheteur, il leur reste encore beaucoup de marge pour que ça arrive à du 6 000, 7 000. Enfin, ça sera toujours dans un accroît. L'immobilier, c'est toujours comme ça va jamais dans l'autre sens. Donc, ça reste toujours très intéressant. Mais du coup, il faudrait presque prendre l'opportunité maintenant sans que ça soit très commercial. C'est juste une réalité du marché. C'est très demandé. C'est exactement ça. Il y a une réalité sur le marché espagnol. L'Espagne est en plein développement, un des rares pays d'Europe qui a une croissance qui est vraiment positive depuis le Covid. Et nous, on s'en rend compte. On a ouvert ici fin 2020. On a dépassé les 100 acquéreurs accompagnés depuis l'ouverture de l'agence. C'est des dizaines de projets qui sont concrétisés tous les ans et on s'en rend compte. Et je pense réellement que par rapport au pourcentage dont on parle, parce que 6%, on se dit on a un prix à 4 000, on va rajouter 6% sur ce prix-là, ça ne semble pas aussi important que ça. Néanmoins, il y a une réalité, il y a une vraie rareté des produits. Donc, il est compliqué d'acheter. Il y a deux marchés. Il y a ce qui n'est pas dans les prix et il y a ce qui est dans les prix qui va partir en moyenne, selon les chiffres d'Idealista, donc dépubliés en une semaine. Donc, il y a un vrai dynamisme. On va s'attarder sur quelques exemples, mais année après année, c'est sûr qu'on s'en rend compte. Certains clients qui ont déjà acheté et pour des raisons personnelles veulent revendre entre 2021 et maintenant 2023 ou 2024. Il y a déjà possibilité de faire des plus-values malgré les frais inhérents à un achat tels que les impôts de 10%, les frais de notaire, etc. Donc, c'est vraiment très positif pour les gens qui se posent ces questions. Bien entendu, attendre en immobilier, on est toujours sur des périodes d'incertitude, mais quand je disais on est ouvert en 2020, il y avait le Covid, on était en pleine pandémie. Malheureusement, ensuite, après le Covid, il y a également eu la guerre en Ukraine, la crise de l'énergie, l'inflation. Et malgré tout ça, le marché immobilier espagnol et surtout barcelonais sont restés extrêmement dynamiques et des terres de stabilité dans un monde qui reste de plus en plus incertain sur beaucoup de choses. Donc, à la location aussi, les prix ont beaucoup augmenté. Nous, on habite tous à Barcelone depuis plusieurs années, on s'en rend compte. Bien entendu, ce n'est pas forcément quelque chose qui, comme habitant, est quelque chose qui nous enchante. Néanmoins, il y a une réalité aujourd'hui, c'est que sur l'intégralité des quartiers barcelonais, les prix au mètre carré ont augmenté. On est sur une moyenne à 12% sur l'augmentation des prix. Donc, on est sur un mètre carré, grosso modo, à un peu plus de 20 euros le mètre carré à la location, avec des écarts entre les quartiers. La vieille ville, donc vieille ville, pour ceux qui ne connaissent pas Barcelone, ça va être des quartiers tels que le Born, la Barceloneta, ça va également être le Raval, El Gothic. On est sur quasiment 24 euros du mètre carré. L'Eixample, donc le quartier dessiné par Puigcerdà, où se trouve la Sagrada Familia, Paseo de Gracia, la Casa Bayo, on est sur quasiment 22 euros du mètre. Puis même un quartier comme Sainte-Montjuïc, entre autres Poble-sec, où il se trouve le château de Poble-sec, Pobla Espagnol, on est sur bientôt 19 euros du mètre carré. Donc aujourd'hui, il y a une augmentation des prix de la location, principalement parce qu'il y a pas mal de freins pour l'achat et que beaucoup de gens résidant à Barcelone n'arrivent pas forcément à faire une acquisition aussi rapidement qu'ils le souhaiteraient, qui sont, de par l'attractivité de la ville, on parlait juste avant, en pleine augmentation.
Donc, par rapport à ça, nous, on souhaitait aussi vous informer sur certaines… Donc là, c'est plus des informations sur des réglementations qui sont en train d'être mises en place. Donc, on est sur des informations purement légales. Et je pense que certaines personnes pouvaient se poser des questions déjà en ayant lu des articles sur cela ou, suite à notre explication, auront encore des questions. Et nous, notre rôle aussi, en tant qu'expert du marché immobilier espagnol et barcelonais, c'est de vous informer de tout cela. Donc, il y a aujourd'hui deux choses principales qui doivent être tenues en compte. C'est une réglementation sur les licences touristiques et également un index de référence national sur les prix à la location. Et je vais essayer de vous les expliquer de la manière la plus simple possible. Pour aujourd'hui faire de la location dans ce qu'on appellerait vulgairement Airbnb, donc de la location saisonnière, de la location à la nuitée, il est obligatoire dans l'intégralité de l'Espagne, et encore plus à Barcelone, qui a une guerre ouverte avec ces plateformes-là pour protéger l'accès au logement de ses citoyens, d'avoir une licence touristique. C'est une obligation partout en Espagne. La réalité, c'est qu'en Catalogne, il y a plus de 52 000 licences. Donc, on est sur une des régions qui a le plus de licences touristiques. C'est la troisième après l'Andalousie et Valencia. Et aujourd'hui, une ville comme Barcelone, par exemple, n'octroie déjà, et ça c'est le cas depuis un certain nombre d'années, n'octroie plus de licences touristiques. Néanmoins, il était toujours possible pour des clients investisseurs qui souhaitaient faire un achat de bien avec une licence touristique de réobtenir, d'acheter le bien avec sa licence touristique. Et les licences touristiques étaient délivrées, comme on dirait, à vida aeternam. Aujourd'hui, c'est légèrement différent. Donc, il y a une nouvelle réglementation, un décret qui a été voté à fin décembre, qui n'est pas totalement finalisé. Puis, il y a un changement politique qui a lieu auprès de la région de Catalogne. Il y a des élections au mois de mai. Donc, ça va sûrement être paralysé pendant encore quelques mois, parce qu'on ne sait pas le nouvel gouvernement régional qu'on aura ici. Mais ce décret sera en tout cas, in fine, mis en place. Donc, il y a une application pour 140 villes catalanes, dont Barcelone, toute sa banlieue et beaucoup de villes côtières qui va continuer de permettre l'octroi de licences. Néanmoins, les licences ne seront plus valables de manière permanente. Ce seront des licences valables sur une durée de 5 ans avec un renouvellement automatique, donc un renouvellement tacite, sauf s'il y avait un changement de plan urbanistique. Donc, chacune des villes garde une vraie autonomie par rapport à ça pour pouvoir décider en fonction de l'accès au logement de ces citoyens, si elles souhaitent continuer l'octroi de nouvelles licences ou à l'inverse, arrêter quelques licences. Donc ça peut avoir un impact pour deux types d'acquéreurs. Pour les gens qui souhaitent faire un investissement, un pur investissement locatif. Donc nous, ça fait déjà un certain temps que, en toute transparence, vu le climat politique, on ne recommande pas forcément les biens avec licence parce qu'on ne sait jamais ce qui peut en être, même si c'est à court terme des très bons investissements et ça le resterait sur le marché locatif. Bien entendu, on ne peut pas savoir si dans 10 ans, 15 ans, 5 ans peut-être, certains des biens auraient toujours leur licence. Mais également pour des clients qui souhaitent acheter une résidence secondaire, par exemple, sur la Costa Brava ou sur certaines localités au sud de Tarragone, il y aura toujours possibilité d'avoir des licences. Néanmoins, il faudra se dire que les cartes pourraient, en fonction des biens, en fonction vraiment de leurs prestations, être redistribuées dans le futur. Et donc, c'est important, nous, encore une fois, en toute transparence, parce que c'est des choses qui ont un impact de manière directe sur notre activité, peut-être sur certains projets. C'est aussi notre rôle d'expert de vous dire aujourd'hui la réalité pour éviter des mauvaises surprises avant même d'avoir lancé le projet immobilier. Et le deuxième point qui est super important aussi, ça a été voté l'année dernière, donc ça c'est par le gouvernement espagnol, il y a une Ley de Vivienda, donc loi sur le logement, qui a été mise en place avec entre autres une des mesures phares qui est l'implémentation d'un index pour le prix des loyers. Donc cet index, après, c'est les régions qui ont le droit ou non, en fonction de leur conviction politique principalement, de choisir si elles souhaitent mettre en place ce logement. Barcelone étant une ville et une région justement où il y a une vraie préoccupation pour ses citoyens, c'est la première communauté autonome d'Espagne qui a décidé de mettre en place cet index qui est rentré en vigueur le 15 mars. Donc grosso modo, pour vous l'expliquer assez simplement, il y a maintenant un site internet
d'accès public qui appartient à l'État, qui permet de faire une simulation basée sur une référence cadastrale, basée sur une adresse, basée sur des caractéristiques, superficie du bien, meublé ou pas, type de prestation, ascenseur, etc. D'avoir une fourchette de prix sur lesquels le logement doit être loué. Cet index applique uniquement sur les baux longs. Donc un beau long, c'est un bail en Espagne qui a une durée de 5 ans, qui est éligible par la loi sur les logements urbains. Et grosso modo, comment ça se passe? Si c'est un appartement que vous achetez, qui était déjà loué, avec un bail qui est en cours, ce bail va continuer de valoir. Si à l'inverse, il y avait eu un bail durant les 5 dernières années, vous pourrez toujours le louer au montant du dernier contrat. Si vous avez déjà un appartement et que vous vous inquiétez par rapport à vos locataires, aujourd'hui, un contrat qui est signé devra être respecté. Et même à la fin de ce premier contrat, quand vous chercherez de nouveaux locataires, vous serez toujours en droit d'appliquer le dernier loyer que vous perceviez. Néanmoins, vous n'aurez pas l'autorisation de réaugmenter le loyer, parce que c'est vrai qu'à Barcelone, il y a eu des situations où des logements, par exemple, étaient à 900 euros en 2021 et passent à 1300, 1400 euros en 2023 ou 2024. C'est vrai qu'il y a eu certaines augmentations qui n'avaient pas vraiment de sens. Et donc, l'État a vocation d'essayer via cela de solutionner le problème. On verra si avec du succès ou pas. Mais en tout cas, c'est ce qui va appliquer. À l'inverse, vous achetez un bien avec pour but de faire du locatif et ce bien n'était pas loué, à votre premier bail, vous serez obligé légalement de respecter le dernier prix, le prix le plus haut qui serait mentionné sur cet index. Donc, c'est aussi à tenir en compte pour calculer ces rentabilités. Aujourd'hui, comme je le disais, ça applique uniquement à des gens qui souhaitent faire de la location long terme, pour des gens qui souhaitent faire de la location moyen terme, parce qu'il y a 3 types de location en Espagne. La location touristique, donc qui doit être inférieure à 1 mois, et il faut une licence, qu'on disait sur l'autre partie de la slide. Vous avez ensuite la location moyen terme entre 1 mois et 12 mois. Et enfin, vous avez la location long terme, on est sur un bail de 5 ans. Donc là, aujourd'hui, cette loi a uniquement vocation à encadrer les baux longs et n'a pas d'impact sur les biens avec licence touristique, mais également sur les biens sur du temporada. Temporada, c'est une formule qui est idéale pour beaucoup de nos clients qui ont toujours un côté affect avec Barcelone et ne souhaitent pas forcément faire de la location sur plusieurs années, se dire ben, moi j'en profite, je le loue à des étudiants, je peux le louer à un jeune actif sur une durée de 6, 9 mois par exemple, et moi comme ça l'été, je peux profiter de mon appartement. C'est quelque chose qui est très demandé par nos clients. Et on va aussi dans les présentations de biens vous expliquer un peu les fonctions de ces biens-là sur ce modèle de location. Bien sûr, un modèle de location haut de gamme, hein, il faut que l'appartement soit totalement meublé, de la tête aux pieds, dirais-je. On arrive à avoir des rentabilités qui sont très intéressantes. Donc maintenant, je vais laisser plus la place à Jessica, qui est vraiment l'experte du terrain, pour pouvoir vous présenter un peu plus les quartiers de la ville et les opportunités qui ont été saisies par nos clients sur les derniers mois. Donc, sur Barcelone, on a donc 10 quartiers, dont 3 quartiers ressortent beaucoup, sont ceux qui sont les plus demandés par des acheteurs en général et aussi par nos clients confirmés. Là où on a fait le plus de recherches en tant que chasseur et en tant qu'agent immobilier. Donc, Ciutat Vella, comme vous disiez Romain, ça veut dire en catalan l'ancienne ville, la vieille ville. Donc, elle comprend, là où vous connaissez très bien les fameuses Ramblas. De part et d'autre, vous avez le Raval et le Gothique, et ensuite, à côté du Gothique, le Born, et ça va jusqu'à la Barceloneta qui appartient aussi. Ces 4 quartiers-là appartiennent tous à Ciutat Vella. Ensuite, un des les plus grands quartiers de Barcelone, donc de l'architecte créé par l'architecte Puigcerdà, c'est le fameux quartier de Eixample qui traverse tout Barcelone, on va dire, de part et d'autre sur la ville, jusqu'à la Sagrada Familia et Place España. Et ça traverse du coup Paseo de Gracia, et c'est là où on aura plutôt, on va dire une ville, enfin un quartier qui ressemble à des quartiers on va dire, où il y a des travailleurs, où il y a des locaux, des expats, c'est moins touristique.
avec des super façades qui ont été faites par cet architecte Purcharda. Et là, on a justement une grande demande. C'est le quartier le plus cher aussi en termes de mètres carrés avec San Gervasi, que vous pouvez voir en bas, le numéro 10. Et ensuite, on a Sants, Montjuïc. Donc, Sants, ça va comprendre Plaza España, le quartier de Sants, Hostafranc. Montjuïc, on a Poblé-Sec. Bon, là, vous connaissez peut-être le jardin de Montjuïc et la vallée de Montjuïc. Là, c'est super intéressant en ce moment puisque dès qu'on a un investisseur qui a dans des prix entre, on va dire, 200 000 et 350 000 euros, pour faire une rentabilité intéressante si c'est un investisseur, c'est vrai que Salz-Montjuïc, ça reste le quartier en ce moment le plus intéressant pour ce genre d'investissement. Et Champlé, ça sera plus pour un investissement, c'est voilà, à partir de 300, 350 000 euros. Et Champlé, on a des choses intéressantes qui commencent à arriver, mais c'est vrai que c'est cher. Alors que Montjuïc, si on veut faire un investissement locatif, on aura ce quartier-là qui ressort, qui est très intéressant. Ciutat Vella aussi, mais voilà, ça sera plus pour... on pense plus, c'est plus intéressant pour quelqu'un qui veut faire un investissement locatif court terme, comme ce que disait Romain, car pour Sants-Montjuïc, ça sera plus soit oui du court terme, mais des gens qui viennent télétravailler, qui connaissent bien Barcelone, ou des gens qui veulent louer à des personnes qui vivent déjà à Barcelone. C'est ça qu'il faut dire. Poblé-Sec, nous, est principalement sur Montjuïc, un quartier qui devient de plus en plus prisé de nos acquéreurs, parce que justement, il a une proximité immédiate du centre. On est sur un quartier qui est un petit peu moins touristique que la vieille ville, qui est aujourd'hui, bien sûr, très prisée des touristes. Et donc, quand on habite à Barcelone à l'année, on se dit on préfère un peu s'écarter et avoir plus de facilité. Je vois déjà quelques questions sur le chat. Pour rappel, on prendra tout le temps qu'il faut pour répondre à un maximum de questions à la fin de la présentation. Donc là, dans les slides suivants, je vais vous montrer plusieurs nomenclatures de biens qu'on aura vendus, soit accompagnés pour des acheteurs amis. Donc, par quartier, là, on va commencer donc, par la Ciutat Vella, donc la vieille ville dont je vous disais, qui est donc la plus touristique. Le mètre carré est à peu près de 4 400 du mètre carré. On a déjà une augmentation de 3,2. Donc voilà, là, c'est la fameuse place Arial que vous pouvez connaître. Comme ça peut vous situer un peu. Je pense que pas mal d'entre vous devraient la connaître. Donc, pour ce premier bien, donc ça a été un bien qu'on a vendu à un investisseur d'une trentaine d'années qui voulait faire un investissement locatif dans le Gothique pour ce genre d'investissement court terme, on va dire, pour des gens qui viennent, soit des gens qui viennent faire un PhD pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, des gens qui viennent faire du télétravail, ou tout simplement pour un étudiant en master ou un étudiant voilà, un peu plus, parce que c'est vrai que ça sera un loyer, on peut dire, à peu près de 1 300 euros par mois, donc c'est un loyer conséquent. Mais on avait dans cet appartement, donc faut savoir que dans la vieille ville, notez bien qu'il y a beaucoup de fois, comme dans les vieux quartiers de Paris, pas beaucoup d'ascenseurs. Donc là, on est dans un 4e étage, avec le 5e étage qui est un toit terrasse. Donc, ce qui était intéressant, c'est que tout de suite, cet appartement donnait un toit terrasse très, très bien aménagé. Exactement. Un rooftop. Joui par tous les copropriétaires. C'est sûr que c'était quelque chose de vraiment charmant pour les clients. La vieille ville, encore une fois, le point sur les ascenseurs est crucial en fonction si vous pouvez monter plusieurs étages, parce qu'il n'y a même pas 10% des biens qui ont des ascenseurs, à l'inverse d'autres quartiers où c'est quasiment l'échelle inverse. Et donc, il faut le tenir en compte. S'il y a des ascenseurs, les biens prennent quasiment 10%, parce que c'est vraiment un marqueur différenciant. Donc, c'est un quartier pour les gens qui sont plutôt en forme et à monter quelques étages. Donc ici, comme je disais, à Barcelone, il y a une vraie culture du rooftop toit terrasse. Chaque immeuble, normalement, quand on fait une visite d'appartement, la question, c'est de demander s'il y a un toit terrasse commun ou un toit terrasse privé pour l'appartement qui soit au dernier étage. Et souvent, c'est vrai que la plupart sont communs. Et selon certains immeubles, ils sont très bien aménagés avec des plantes et des super belles vues. Là, en l'occurrence, il avait la vue sur la mer. Donc, c'était très intéressant aussi. La vieille ville comme Ciutat Vella et Champlé, même Sants-Montjuïc, ont cette
particularité d'avoir, on va dire, le cachet catalan, donc c'est-à-dire ces voûtes catalanes qu'on peut voir et le mur en briques. Donc là, il avait déjà des beaux éléments en cachet. Il a été complètement rénové, cet appartement, pour ce prix à 225 000 euros. Meublé, tout meublé, exactement. Il était vendu meublé. Donc voilà, on comptait un loyer de 1 300 euros par mois pour une chambre. C'est une chambre. Et donc, ça nous fait une rentabilité brute de 6,2. Donc voilà, ce qui reste très intéressant. Super opportunité. L'appartement s'est loué en moins d'une semaine, justement parce qu'il y a vraiment ce côté coup de cœur. Donc nous, c'était un bien, justement, on avait été engagé par le jeune homme. En plus, c'était une dame française qui nous avait fait confiance pour la vente. Donc il n'a même pas eu besoin d'atterrir sur le marché. Il a plu tout de suite et c'est ainsi qu'il avait été vendu et il a été loué à ce prix, le montant qu'on vous indique en moins d'une semaine. Donc, vendeuse contente et un investisseur aussi heureux d'avoir trouvé un joli bien et de l'avoir loué tout de suite. Ensuite, un deuxième quartier de Ciutat Vella, donc de la vieille ville, c'est le Born, personnellement un de mes préférés. Très charmant. Donc, on avait cet appartement de 2 chambres. C'était un Parisien qui souhaitait... alors, lui, c'était pas comme celui qu'on vient de voir, un investissement locatif. Lui, il voulait en faire un investissement plutôt pour une résidence, on va dire, secondaire. Investissement mixte, on va dire. Mixte et aussi un investissement locatif, car il le louait du coup en court terme. Donc, il le loue en court terme et ça lui permet de pouvoir se dégager quelques mois dans l'année pour pouvoir venir lui. Donc là, 2 chambres, vous pouvez voir, comme je vous disais encore, les voûtes catalanes, le charme catalan, et on a donc 2 chambres ici pour 245 000 euros, et donc un loyer, celui-là pour 2 chambres, il est à 1 400. Il n'est pas beaucoup plus cher que l'autre, et pourtant, il a aussi un deuxième étage avec un balcon directement, donc c'est vrai qu'il a aussi d'autres caractéristiques. Et vraiment, l'avantage, c'est que ce client qui travaille beaucoup à Paris, on a beaucoup de clients comme ça, peut en profiter quelques semaines par-ci par-là, et en même temps générer une rentabilité locative qui convienne et lui permette d'amortir totalement le crédit qu'il avait fait justement avec nous en Espagne. Pour donc Échampler, donc le quartier le plus, on va dire, demandé des locaux espagnols, des étrangers, pour un certain nombre d'attentes, puisqu'on va dire que c'est quand même un quartier quand même cher en location et en achat. Mais encore une fois, tout est relatif parce qu'on est quand même aux 5 000 euros le mètre carré. Donc ça reste quand même très intéressant encore aujourd'hui. Donc ce quartier qui traverse tout Barcelone, donc on est à 5 000 le mètre carré. Il y a déjà une augmentation depuis l'année dernière de 4,3 par rapport à celui du Ciutat Vella, la vieille ville, qui était à 2,1. On voit qu'il y a une grosse augmentation de prix par rapport à celui de l'année dernière. Donc plus 14% en un an en location. Ensuite, donc là, pour Échampler, ça a été un achat donc important comme exemple. Juste après, c'est un exemple type, mais à Barcelone, il y a plusieurs rues qui ont été piétonnisées, donc des grandes avenues, des grandes artères, et donc ça anime encore plus ce quartier Échampler qui était déjà très animé, mais là, ça le rend encore plus animé évidemment avec 5 rues qui ont été piétonnisées. Donc celui-ci, c'est un projet d'urbanisme unique en Europe où ils ont totalement piétonnisé une rue. Vous vous rendez compte qu'il fait plus de 3 km de long. C'était quand même une artère assez importante. C'était une volonté politique très forte. Et donc cet appartement avait été trouvé au début des travaux. Il y a eu quasiment 1 an de travaux, le temps de piétonniser la rue. Mais ça a permis déjà instantanément à nos clients de faire une excellente plus-value. Donc, évidemment que quand ils ont acheté ce bien à 300 000 euros à Échampler, donc il a 3 chambres. Aujourd'hui, pour remettre dans la réalité, pour 300 000 euros à Échampler, on trouve une chambre ou un studio. Mais l'avantage sur cet achat-là, c'est que eux, ils ont acheté alors que tout était vraiment en travaux et le quartier ne donnait pas envie sur le moment, mais voilà, ils ont fait confiance au plan qu'on pouvait leur dire. Cet appartement a été complètement rénové aussi avec nous. Et donc, il avait 3 chambres, un balcon. C'est des retraités qui vivent à Montpellier, qui ont 2 fils. Et ils veulent aussi, c'est vraiment un investissement de résidence secondaire.
et ils veulent pouvoir en profiter chacun, les fils et eux, quand ils peuvent. Donc, ils avaient vraiment besoin de ces 3 espaces-là, 3 chambres, et qui donnent avec un petit balcon. Voilà. Aujourd'hui, si jamais ils voudraient le revendre, on sait déjà en estimation qu'ils le vendraient à 400 000 euros. Donc voilà, c'est une plus-value exceptionnelle, mais parce qu'il y a eu ce plan d'urbanisation aussi, et aussi parce que Échamply a beaucoup augmenté. Ouais, ça, et puis il y a eu les super travaux qui ont été réalisés. Bien sûr, et en plus de ça, on va dire glow up l'appartement, alors qu'il avait des belles bases, mais alors maintenant, aujourd'hui, il est encore plus glow up. Ça, c'est pas les photos après, mais on les a aussi, si vous êtes intéressé de les voir. Donc voilà, ça, c'est ce genre de projet qui peut être intéressant pour un acheteur si vous souhaitez faire une recherche avec nous. Ensuite, Sands, le fameux Sands Montjuic. Donc là, pourquoi c'est intéressant pour les investisseurs? Donc évidemment, le mètre carré est plus bas, comme on peut voir, que Ciutat Vella et Champlé. Donc on a en dessous de la moyenne barcelonaise. Exactement. Et on est sur la ligne rouge, verte et bleue, donc les 3 lignes les plus principales de Barcelone, à 2 stations de métro de Universitat. C'est-à-dire qu'on est à 2 stations du centre. Enfin, c'est presque comme si on était dans le centre aussi, finalement. Un village, Poblé Sec, principalement, dont on va plus vous parler, pour vous donner pour parler à une clientèle qui habiterait à Paris, mais également, tout le monde connaît Paris, ce serait un peu le Montmartre. Ouais. Ce serait le Montmartre, hein, Gracia aussi pourrait l'être, mais ce serait un Montmartre barcelonais. Donc on est sur un quartier qui est un petit peu qui est en contrebas du parc de Montjuic, qui est le poumon vert de Barcelone, et avec vraiment une culture locale, des fêtes de village tous les ans qui sont super appréciables pour les gens qui ont la chance d'y habiter. Donc celui-là, c'était un appartement qui se trouve donc à Poblé-Sec, donc comme disait Romain, juste en dessous du fameux château de Montjuic. Il est effectivement un peu plus cher que la moyenne, mais parce qu'il a été complètement rénové par un architecte connu avec qui voilà, on travaille et qui a refait. Donc c'est aussi un marchand de biens qui travaille avec cet architecte-là. Donc voilà, en fait, la personne, elle a vraiment acheté le produit qu'elle a vu et elle n'est pas allée regarder le mètre carré à Poblé-Sec. Et du coup, c'est vrai que ça va être une pièce unique, on va dire plutôt. C'était plutôt ça son projet. Mais ça reste encore une fois, si on compare avec d'autres villes d'Europe, ça reste quand même un appartement assez grand avec deux grandes chambres et une terrasse qu'on ne voit pas sur les photos, mais il a une terrasse sur cour très grande qu'elle a super bien. Donc cette cliente, elle a une 30aine d'années, elle vit à Barcelone. Elle, c'est vraiment sa résidence principale. Donc c'est pour vous montrer un autre exemple aussi de type d'acheteur. Et voilà. Ouais, c'est ça. Et les mètres carrés de la terrasse, en plus, qui fait quasiment 15 mètres carrés, ne sont pas comptés dans le métrage. C'est ça. Parce que là, c'est uniquement 52 mètres d'habitation. Il y a 14 mètres carrés à peu près. Il y a 14-15 mètres carrés. Et voilà, l'intérêt, c'était justement de pouvoir proposer à cette cliente qui souhaitait un appartement clé en main, parce que elle, c'était pour y habiter, elle souhaitait s'y sentir bien. Elle avait son budget et elle voulait quelque chose de joli, beau, tout déjà prêt à vivre. Ouais. L'enjeu, le bien était vendu clé en main, littéralement meublé. Et nous, justement, grâce aux relations qu'on avait, on a réussi à lui trouver assez rapidement cet appartement-là. Et donc voilà, et ce sont des vraies photos. On pourrait quasiment croire que c'est des renders faits par l'architecte avant les travaux. Mais c'est des vraies photos. L'appart est superbe. Et donc les photos rendent extrêmement bien. Et en plus de la terrasse, c'est un détail, mais il y a un balcon aussi. Donc oui, ça reste quand même super. Un autre appartement à Poblé-Sec, donc c'est une parisienne. Donc là, on est plus dans les prix qui seraient de Poblé-Sec, on va dire. Mais pourtant aussi, ça a été avec un contact qu'on a personnellement qui fait aussi du off-market, donc qui a rénové l'appartement, qui l'a acheté à un certain prix et l'a revendu quand même à un prix qui reste très intéressant. Donc une chambre rénovée entièrement. Et cette cliente, en fait, est de Paris et elle est avocate et elle cherche à faire du télétravail entre Paris et Barcelone et elle a trouvé son appartement parfait pour elle. On met des montants de location à titre indicatif. C'est vrai que pour certains des projets qu'on vous a présentés, je pense que c'est intéressant d'avoir des idées pour ceux qui ont plus une vision d'investisseur. Néanmoins, c'est vraiment ça qui est
très intéressant dans notre agence à Barcelone, c'est qu'on a des acquéreurs avec des profils extrêmement variés. On n'a inventé aucune histoire. Tous les gens dont vous parlez sont les clients qui ont acheté ces appartements. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on traite avec des retraités, avec des expatriés, avec des actifs de grandes villes parisiennes, européennes, avec des gens qui habitent au Québec, en Belgique, en Suisse. Et justement, c'est vraiment ça notre force, c'est de savoir nous adapter pour vous. À Dubaï. À Dubaï, oui, exactement, avec Karim, savoir s'adapter pour vous, à vos besoins et répondre du mieux possible à vous. Donc, juste avant de pouvoir passer sur la partie questions-réponses que vous attendez patiemment, on va justement prendre le temps de vous expliquer brièvement, Jessica va le faire, parce que c'est elle l'experte, aujourd'hui, de quelle manière on peut vous accompagner dans votre projet et la force qu'on a pour vous depuis Barcelone, mais également depuis les agences de toute notre équipe implantées dans les principales villes espagnoles. Du coup, alors, si vous connaissez un petit peu, pour ceux qui connaissent ou connaissent pas, J'achète en Espagne. C'est une entreprise qui existe depuis 7 ans, une start-up, qui a commencé à Valence. Donc, la maison mère est située à Valence même, donc avec un bureau deux magnifiques bureaux à Valence, un à Alicante. On en a donc un à Barcelone, et depuis Barcelone, on s'occupe de toute la Catalogne. On a aussi donc un bureau à Madrid, à Malaga pour l'Andalousie et sur les îles Canaries et Baléares. Comment on fonctionne et comment on se différencie des agences classiques qu'on peut connaître. Une agence classique, comme vous la connaissez, elle travaille avec un vendeur, elle est mandatée avec un vendeur et c'est normal vu qu'elles vont capter un bien de ce vendeur-là. Donc, leurs intérêts sont de défendre leurs clients, qui sont les vendeurs. Nous, on travaille avec l'acheteur, principalement. Bien sûr qu'on développe aussi la partie, Romain vous en parlera, la partie agent immobilière, l'agence immobilière. Mais principalement, J'achète en Espagne a commencé par des chasseurs immobiliers et donc qui vont aller au cœur de votre projet. Si votre projet, c'est d'aller sur la Costa Brava, faire une rentabilité ou d'avoir un investissement pour une résidence principale avec des critères bien spécifiques, comparé à une agence, on n'est pas limité par un quartier, par une ville ou un village. Nous, on peut vous montrer tout ce qu'il y a sur le marché auprès de toutes les agences existantes, mais aussi on vous montre les particuliers, et il y a une grande partie de particuliers qui ne sont pas montrés du coup par des agences, évidemment, et les off-market, évidemment, parce qu'on a développé en 7 ans un réseau personnel chacun par rapport à ça. Donc, c'est une formule où on aura donc un chasseur qui va être vos yeux et vos jambes sur place, qui va vous montrer tout ce qu'il y a sur le marché, faire des prévisites en prenant la voiture ou en allant directement sur place, en faisant des vidéos, des rapports, pour vous montrer les biens qu'on aura sélectionnés au pré ensemble. Et ensuite, l'idée, c'est que vous vous déplaciez en une seule fois pour venir choisir votre coup de cœur. Une fois qu'on aura choisi votre coup de cœur, on va évidemment défendre vos intérêts vu qu'on est avec vous pour faire baisser ce prix du bien que vous souhaitez acheter. Et ensuite, on aura notre avocate. On va faire les vérifications juridiques de ce bien. Donc, s'assurer qu'il n'y a pas de vice caché, faire toute la traduction des documents nécessaires pour ces vérifications juridiques, qu'il n'y ait pas de travaux extraordinaires sur des copros. Sachez qu'ici, en Espagne, les notaires ne font pas de vérification juridique, c'est des scripts. Du coup, vous avez besoin d'un avocat pour vous accompagner, sinon vous allez arriver à votre achat sans savoir. Ce qui est intéressant dans la formule de J'achète, c'est que c'est inclus et c'est à nos frais dans les honoraires, les honoraires sont les mêmes honoraires qu'une agence qui travaille avec un vendeur, alors que nous, on a un service de A à Z, donc de chasseur, l'accompagnement, la négociation, l'accompagnement juridique. On va aussi évidemment vous accompagner jusqu'à chez le notaire, vous aider à faire le NIE, donc ce numéro fiscal qu'il vous faut pour pouvoir acheter. Et on va faire les changements titulaires eau, électricité, Internet. Vous n'avez pas besoin d'appeler NDSA, etc. pour faire tout ça, ça sera fait. Donc, vous avez vraiment limite juste besoin d'amener vos valises et tout sera prêt pour votre achat, quel qu'il soit. Ce qui est super intéressant dans ce qu'explique Jessica, c'est vraiment aujourd'hui, nous, on est une équipe qui est là pour travailler pour vous. La présentation mentionne un interlocuteur unique parce qu'on croit fortement aux relations que vont nouer Jessica et le reste
de notre équipe de conseillers et conseillères immobiliers avec leurs années d'expérience. Mais au final, vous avez une équipe complète qui travaille pour vous. Vous avez Léa qui travaille pour l'obtention du crédit si vous souhaitez obtenir votre crédit en Espagne. Moi-même, avec également notre avocate pour toute la partie négociation, vérification juridique et également préparation de la vente auprès de notre étude de confiance, nos études de confiance en fonction d'où se trouve votre projet. Et par conséquent, le but, c'est vraiment de vous proposer une prestation haut de gamme en toute sécurité pour que en quelques mois, parce que justement, souvent, les délais d'acquisition sont bien sûr raccourcis parce que vous avez une personne qui vous est dédiée pendant plusieurs mois, qui va travailler des dizaines d'heures par semaine pour vous. Donc, c'est sûr que les projets vont avancer beaucoup plus vite. En moyenne, sur un projet, en 3-4 mois, l'acquisition est faite. Donc là, par exemple, vous dites, moi, j'ai envie d'acheter. Vous êtes totalement dans les clous pour pouvoir commencer à jouir de votre appartement d'ici l'été, d'ici fin juin. Juillet, c'est vrai que les délais sont plus courts en Espagne, surtout en étant accompagné par des professionnels comme nous. Donc voilà, et puis il y a certains biens, là on parlait, le scope en termes de recherche est extrêmement vaste. Beaucoup de gens également, maintenant, grâce à la force de notre marque, nous contactent pour vendre des biens. Et donc c'est sûr que c'est des biens qu'on peut très facilement trouver des personnes parmi nos clients, en recherche active ou pas encore, qui peuvent être intéressés pour ces opérations-là. Ce qui permet aussi un autre moyen de trouver des opportunités fraîches et que les projets avancent plus vite. Donc, voilà pour cette explication-là. Moi, ce que je vous propose maintenant, merci pour votre temps, votre attention, c'est de se mettre sur les questions que vous pouvez avoir. Et on va commencer avec Jessica à y répondre. Première chose, je vois que j'avais mis le lien de rendez-vous dans le mauvais chat. Vous pouvez m'excuser. Donc, on vient de modifier et je prends le temps. Merci à tous d'avoir dit bonjour. Bonjour de France, bonjour d'Algérie. Merci. Donc, première question. N'hésitez pas à continuer de la poser et on répondra à tout le monde. Donc, question de Joseph. Bonjour, et si on achète un bien sans licence touristique, est-il possible d'avoir une licence touristique facilement ou votre gouvernement peut refuser? Donc, ce n'est pas notre gouvernement, hein. Mais donc par rapport à ce que j'expliquais, ça va dépendre de la ville, vraiment. Si c'est Barcelone, que le bien n'a pas de licence touristique, malheureusement, je préfère vous le dire, ça va être impossible. Sauf si le bien l'avait déjà. Mais on ne recommande pas ça parce que ce serait vous mentir. Après, concernant une ville extérieure, il y a deux choses. Déjà, dans ce que je mentionnais, il y a 140 villes qui font partie des listes où les règles que j'expliquais appliquent. Donc, par conséquent, si la localité où vous souhaitez faire cet achat n'en fait pas partie, parce qu'il n'y a pas 140 villes en Catalogne, hein, il y en a des centaines, vous ne seriez pas limité par ces règles-là. Et si le lieu d'acquisition en fait partie, il est quand même toujours réalisable d'acheter un bien et d'obtenir une licence. Néanmoins, les démarches administratives vont être plus complexes et on ne peut pas apporter les mêmes garanties parce que nous, aujourd'hui, vous en doutez, on n'est pas des politiques. Nous sommes une équipe de professionnels dans l'immobilier et nous, on fait notre rôle, c'est de faire notre maximum pour éviter les mauvaises surprises. Mais nous, ce qu'on fait… En valeur super sûre, c'est de trouver un bien qui a déjà la licence en vente. Il y a des personnes qui mettent leur bien en vente qui ont déjà des licences. Là, vous êtes sûr d'avoir votre licence. Maintenant, avant qu'on passe chez le notaire, on demandera bien être sûr qu'on ne va pas vous enlever cette licence. L'idée, c'est que voilà, vous puissiez être sûr d'avoir votre licence quand vous achetez. Ce qu'il faut savoir, justement, prenons l'exemple, je vous parlais du Québec tout à l'heure, d'une jeune femme qui a une trentaine d'années, qui nous fait confiance, qui habite à Montréal. Justement, Jessica lui a trouvé un bien qui avait déjà les licences. Donc, tout de suite, ça a résolu le problème. Sinon, ce n'est pas que ça aurait été impossible, mais qu'elle, pour des raisons de facilité, pour pouvoir le louer tout de suite, on a trouvé un bien avec licence. Et bien entendu, ça fait partie des vérifications qu'on va effectuer, c'est de s'assurer que ce numéro de licence est toujours en vigueur. Parce qu'on peut très bien dire, oui, c'est bien, il a une licence, on ne vous donne pas la licence, on ne vous donne pas le numéro de licence, ça vous fait une belle jambe, parce qu'au final,
c'est pas mentionné dans le compromis. Donc nous, c'est plein de choses sur lesquelles on est très vigilant, encore plus aujourd'hui, pour éviter les surprises à nos clients. Vous parlez de bolo et de licence touristique. Je pense que j'y ai répondu. Il y a 3 types de locations en Espagne. Il y a les locations saisonnières où vous avez besoin d'une licence touristique, les locations de temporada, donc temporaire, entre 1 et 12 mois, et après ce que j'appelle un beau long. Donc c'est un contrat qui a une durée maximum de 5 ans. En France, c'est comme un contrat, un bail de location classique en France. En France, si je ne dis pas de bêtises, c'est 3 ans. Bah, ici, en Espagne, c'est 5. En fait, je voudrais acheter un logement à Emporia Brava pour y habiter 4-5 mois octobre et février et le louer le reste de l'année. Très bien. Bah, écoutez, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous, pour le coup, Joseph, pour qu'on puisse rentrer un peu plus dans le sujet. Je suis sûr à 90% parce que j'ai déjà analysé la liste des communes qu'Emporia Brava ne fait pas partie des villes. Donc, vous pourriez soit tenter d'obtenir une licence touristique ou sinon, également, partir sur de la location de temporada, donc le louer les mois où vous ne serez pas là sur une durée supérieure à 30 jours et il n'y aurait aucun problème. Quels sont les quartiers les plus intéressants pour investir avec un petit budget? Écoutez, merci beaucoup pour votre message, Mélanie. Tout dépend ce qu'on entend par petit budget. Aujourd'hui, c'est sûr que Barcelone et sa banlieue proche aussi, par tout ce que je vous expliquais, on est sur une région où les prix de l'immobilier, c'est un poumon espagnol, Barcelone. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir les mêmes prix que dans des villes comme Valencia, Alicante, qui sont des villes géniales, mais qui ne sont pas des villes qui ont le même marché immobilier et encore moins le même marché de l'emploi et la même économie que Barcelone. Donc, par conséquent, un petit budget, nous, je dirais sur Barcelone, des projets réalisables à Barcelone et ses alentours, donc ça peut être l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma, des projets autour de 100-120 000 euros plus frais sont des projets qui peuvent être réalisables. C'est des projets qui deviennent de plus en plus complexes. Néanmoins, c'est aussi pour ça que vous nous engagez. Donc, n'hésitez pas pour qu'on puisse en parler. René, sans rentrer dans les détails, quelle est la fiscalité qui s'applique sur les loyers? Y a-t-il des dispositions particulières? Donc, pour la fiscalité, à partir du moment où vous êtes résident fiscaux d'un pays de l'Union européenne, donc vous pouvez être en France, en Belgique, en Italie, ça applique. Par contre, si vous êtes en Suisse ou au Royaume-Uni, ce ne sont pas des pays de l'Union européenne. Juste bien statuer parce que c'est deux fonctionnements différents. Bon, en disant que la grande partie de notre audience se trouve soit en Espagne ou dans des pays membres de l'Union européenne, vous êtes imposé sur les loyers à hauteur de 19% des bénéfices. Donc, c'est-à-dire que vous prenez vos loyers, vous déduisez l'intégralité des charges de copro, impôts fonciers, frais d'électricité, travaux, achat de meubles, et sur ce qui va rester, vous serez imposé à 19%. Il y a des conventions de non-double imposition entre l'Espagne et la France qui évitent d'avoir à payer exactement les mêmes impôts de l'autre côté des Pyrénées. Parlerez-vous des frais d'agence et de notaire? Donc, concernant les frais d'agence, le notaire en Espagne, en Catalogne, parce que chaque région en Espagne est un monde, en tout cas pour la Catalogne, les frais de notaire, donc, qui sont au final les impôts que vous payez, sont de 10% à payer le jour de la transaction. Et après, vous avez une provision de fonds qui va être autour de 3 000 euros pour couvrir les vrais frais de l'étude notariale, les frais du registre de la propriété, etc. Et les frais d'agence, encore une fois, en Catalogne, les frais d'agence, je pense que vous entendez du vendeur, sont normalement payés par le vendeur. Donc vous, les seuls frais que vous auriez, Laurence, seraient par rapport à notre accompagnement. Donc si vous êtes intéressé pour qu'on vous explique vraiment plus dans le détail comment on travaille et nous pouvoir vous rencontrer, en savoir plus sur votre projet, on vous expliquera tout ça. Mais en tout cas, vous en doutez, on est en immobilier, on a un engagement de résultat. Donc nous, bien entendu, nos honoraires sont dus le jour de la signature définitive chez le notaire. C'est un engagement contractuel, mais en plus, c'est un engagement économique qu'on a avec vous. Nouvelle question de Ditine. Bonjour, Madame Genot. Merci pour la présentation. C'est plus qu'intéressant. Madame Genot, qui est une personne qui nous a fait confiance pour un achat immobilier en 2022. Donc, qui nous disait c'est possible d'avoir la présentation, mais bien entendu, vous la recevrez toutes et tous par email pour pouvoir revisionner ça et n'hésitez pas à nous contacter. Entreprise très sérieuse et compétente, plusieurs investissements que j'achète en Espagne. Ben, merci beaucoup, Julien. Julien, un de nos clients aussi, qui nous avait fait confiance en 2022 pour un achat à Barcelone, avec une licence touristique d'ailleurs, qui a très bien fonctionné.
et nous a fait confiance sur d'autres projets, sur d'autres régions d'Espagne, entre autres Alicante, pour de la location à la chambre, pour une clientèle plus étudiante. Et Julien, toujours un plaisir d'avoir de tes nouvelles. Question de Joseph. Est-il normal que certaines agences vous demandent de venir sur place, j'habite à Paris, ou de l'argent uniquement pour faire une offre aux vendeurs? Que vous veniez sur place, il suffit de vous faire accompagner par des professionnels. Nous, aujourd'hui, disait Jessica, la moitié de nos clients n'habitent pas Barcelone, l'autre moitié sont des expatriés, et on est totalement capable de faire une transaction 100% à distance, Joseph. Il n'y a aucun problème. Pour le passage d'une offre, et ça c'est vrai, il y a en général une quantité d'argent à verser, donc une réservation, une señal en espagnol, c'est-à-dire une caution, qui va cautionner votre offre. C'est-à-dire vous faites une offre, le bien est à 200 000 euros, vous dites moi je fais une offre, on vous conseille de faire une offre à 185 000. Il est vrai que l'agence va demander, c'est une preuve de sérieux. Personnellement, en y étant habitué, je trouve que ça permet de mieux négocier, donc ça c'est dans votre intérêt. Va vous demander en moyenne entre 1 000 et 3 000 euros. Cette somme d'argent, elle sera sur le compte de l'agence, elle ne sera pas sur le compte du vendeur. Si l'offre est refusée, bien entendu, vous récupérerez votre argent. Si l'offre est acceptée, cette somme d'argent sera conservée et elle sera déduite du prix final. Donc, il vous resterait ensuite à verser uniquement 197 000 euros. Donc, c'est vrai que c'est un usage qui est différent de la France. Le marché immobilier espagnol, de toute façon, n'est pas du tout aussi protecteur des acquéreurs que peut l'être le marché français. Ça a des avantages, ça a aussi pas mal d'inconvénients, d'où l'importance de vous faire accompagner pour éviter les mauvaises surprises. Guy, vous connaissez Barcelone et Gérone, mais Gérone vous conviendrait mieux a priori. Il n'y a aucun problème. Le disait Jessica, on travaille sur toute la Catalogne, Costa Brava, Gironne-Ville, Tarragone. On a eu la chance de travailler et de faire des opérations sur toutes ces villes. Même aux Pyrénées. Même aux Pyrénées. Donc, on est totalement capable de vous renseigner par rapport à ça. Comment être sûr d'obtenir une licence touristique si on achète un bien sur la Costa Brava? Donc, pour un bien sur la Costa Brava, le plus sûr, on a déjà répondu à cette question, je pense que c'est toujours vous, Joseph, et d'acheter un bien qui a déjà une licence. Sinon, de vérifier, vous parliez d'Emporia Brava, on pourra en parler ensemble. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. En tout cas, Emporia Brava ne fait pas partie des 140 localités qui seraient visées par des restrictions. Pas une impossibilité, mais des restrictions dans l'octroi de licence. Vous nous avez vu sur M6 et ça, le webinaire est très intéressant. Merci beaucoup. C'est encore une fois le but de ça. Pourquoi prendre un avocat si on achète un bien en Espagne? Si vous, Jessica, répondre par rapport à cette question. Alors, juste pour revenir sur ce sujet que j'avais énuméré tout à l'heure, en Espagne, les notaires, en tout cas en France, les notaires font les vérifications juridiques et font ce que ferait un avocat. Donc de vérifier que votre achat est sécurisé, qu'il n'y ait pas de vice caché, qu'il n'y ait pas d'hypothèque, qu'il n'y ait pas d'embargo, qu'il n'y ait pas de… Enfin, vous énumérez tout ce que vous devez savoir, mettre une clause suspensive pour la banque ici, par exemple, parce qu'elle n'est pas obligatoire ici en Espagne comme en France, si jamais la banque se retire finalement. Donc ça, il faut faire attention parce que vous allez mettre 10% dans le compromis de vente. Tout ça fait que ici, comme le notaire ici est un scribe et ne fait pas ce travail-là, il vous faut un avocat pour pouvoir faire cet achat. Exactement. Le rôle du notaire espagnol, du notaire hispanique, parce que c'est le même cas dans les pays d'Amérique latine, est vraiment ici énormément d'opérations diverses et variées, registre civil, vous mariez, vous divorcez, vous avez vous paxez, vous faites une procuration, vous achetez un bien immobilier, vous créez une société, etc. Tout ça est fait chez un notaire. Un notaire ici, c'est un moulin où vous avez 20 personnes qui travaillent, qui font des transactions du matin au soir. Donc, nous, on travaille avec des notaires qui sont brillants. Néanmoins, ils arrivent beaucoup trop tard dans la transaction. Ils arrivent au moment de l'achat définitif parce que le compromis, c'est un contrat privé. Donc, par conséquent, si vous vous faites avoir parce qu'on vous a caché des choses ou vous n'avez pas su interpréter des informations qui vous ont été transmises, et nous, on envoie des vertes et des pas mûres, vous en doutez, c'est trop tard. Ou sinon, vous n'achetez pas et vous perdez les 10% que vous avez versés. Jessica mentionnait, et c'est super important, la clause suspensive. En France, en Belgique, c'est logique, ça coule de source. Vous faites un achat, vous n'obtenez pas votre crédit, vous récupérez la somme d'argent qui en plus est chez le notaire que vous avez versée. En Espagne, ce droit n'existe pas. Il existe uniquement en Catalogne depuis 2018. Donc la Catalogne est l'unique communauté autonome de toute l'Espagne qui a une clause suspensive en cas de non-obtention du crédit. Mais cette clause… Il faut aller la négocier quand même. Il faut la négocier parce que il y a un marché qui est beaucoup plus
plus opaques, obscures, avec des pratiques parfois pas très légales, mais vu que beaucoup d'acheteurs ne connaissent pas leurs droits, ça passe quand même. Il faut mentionner la clause suspensive dans le compromis. Il faut bien mentionner que vous avez un financement. On peut vous donner un délai inférieur pour obtenir le crédit. Donc, il faut faire très attention. Ce n'est pas quelque chose acquis d'office. Néanmoins, on a justement un service de financement pour les banques espagnoles. Le but est justement, nous aujourd'hui, l'intégralité des clients qui nous ont fait confiance pour leur achat et l'obtention d'un crédit ont obtenu leur crédit. Donc nous, dès le départ, avant même que votre projet commence, c'est comme ça que ça se passe ici, on va étudier votre dossier, parler de vos potentielles charges, de vos potentielles capacités d'endettement pour définir si le projet est a priori réalisable. Et très rapidement, on vous présentera nos banques de confiance pour avoir des offres et des préaccords. Donc là-dessus, nous, justement, on s'engage à vous assurer un maximum de sécurité. Et si malheureusement le projet n'était pas viable, à vous le dire à un stade vraiment initial, parce que nous, on pense à vous et on ne voudrait pas que vous y perdiez des plumes dans le cadre d'un achat où vous aviez été mal conseillé. Comment peut-on trouver la liste des 140 villes limitant les licences touristiques directement sur Internet? N'hésitez pas, encore une fois, Jean-Yves, à prendre rendez-vous. On parle de votre projet et on pourra vérifier ensemble si cette ville fait partie ou non de la liste. Message d'Elisabeth. Merci à vous. Je vous contacte prochainement. Je contacte prochainement votre agent sur la Costa au printemps prochain en mai pour étudier si possible une acquisition de maison. Je réfléchis aussi à aller sur Vinaros. Écoutez, Elisabeth, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Pour rappel, nous, depuis Barcelone, on va jusqu'à la frontière française. Donc, c'est nous, aujourd'hui, depuis l'agence de Barcelone, qui gravitons sur toute la Catalogne et pouvons vous accompagner pour un achat sur la Costa Brava. On a également une équipe qui est géniale, qui se trouve à Vinaros, donc qui va surtout faire le nord de la Comunidad Valenciana et faire quelques localités qui se trouvent vraiment à la frontière catalane. Et donc, vraiment, le but, c'est de vous accompagner du mieux possible. Accompagnez-vous également l'acquéreur dans l'obtention d'une licence touristique? Oui et non. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, jusqu'à présent, tous les clients qui nous ont fait confiance pour acheter avaient soit des licences touristiques, soit les ont obtenues. Pour ce faire, on a des réseaux de partenaires, donc souvent des agences immobilières qui sont dédiées à la location saisonnière, parce que c'est un métier à part entière que nous ne pratiquons pas. On préfère se dédier sur ce qu'on sait faire le mieux. Et ces agences incluent dans leurs prestations, contre votre accord, de leur donner le bien en gestion locative, l'obtention de la licence. Donc justement, c'est des choses qu'on vous accompagne avant même l'achat pour vous aider, avoir une personne de confiance qui puisse vous aider dans l'obtention de cette licence. Donc, message anonyme. Je suis en recherche active pour Barcelone, Sabadell, Mataró. Je fais des recherches moi-même. Est-il possible de venir vous voir ensuite pour faire toute la partie administrative? Et si oui, quelles sont votre tarification? Écoutez, ça peut être envisagé. C'est vrai que nous, en général, surtout si vous n'êtes pas sur place, et encore si vous êtes sur place, la moitié de nos clients habitent à Barcelone à l'année, donc on crée de la valeur pour tout type de projet. Mais si vous souhaitez chercher vous-même, vous pouvez, mais en tout cas, avec plaisir de quand même parler de votre projet. On pourra essayer de trouver, en fonction, quand le projet aura avancé de votre côté, une solution qui puisse être sur mesure. Message de Romain. Quels sont les niveaux actuels des crédits versus la France, durée maximale et rapports nécessaires, quelles garanties demander et quels critères d'endettement? Question super intéressante. Merci Romain. Donc, question niveau les taux. Les taux, parce qu'il faut savoir, vous le savez tous, c'est la même monnaie entre la France et l'Espagne. Donc, les taux dépendent principalement de la politique bancaire de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Ça, c'est une chose. L'argent est acheté au même prix par une banque française et par une banque espagnole. Néanmoins, il y a des politiques commerciales en fonction du dynamisme des marchés qui sont distinctes. Aujourd'hui, en Espagne, un taux moyen, c'est 4%. Par moyenne, ça veut dire que nous, on voit des taux à 2,70, à 2,60, comme on voit des taux à 5, parce que ça va dépendre de votre profil, de votre projet, de vos capacités financières, bien entendu. Et ça, c'est très dur de l'anticiper avant d'avoir fait une étude plus approfondie. Concernant les apports qu'on va vous demander, aujourd'hui, ça va dépendre aussi si vous êtes résident ou non résident. Un résident espagnol, la banque va prêter entre 80, voire des fois, en fonction des cas, 90% du prix d'achat. Mais pour obtenir 90%, je vous conseille de vous faire accompagner par notre service de courtage parce que ce n'est pas aussi facile que ça.
Pour des non-résidents, le pourcentage maximum de financement va être de 70% du prix d'achat. Donc après, il faut payer les 30% plus les 10% d'impôts et frais annexes. Donc grosso modo, pour un non-résident, une banque espagnole peut vous suivre. La grille de lecture va être la même qu'une banque française. Nos banques partenaires comprennent parfaitement le français et les documents français. Ils ne sont pas perdus, même avec des documents du Canada ou autres. Mais il faudra des apports quand même entre 40 et 50% du montant global de l'opération pour que celui-ci soit accepté. C'est des règles de la Banque d'Espagne. Ça ne dépend pas de nous et ça ne dépend même pas des banques marchandes espagnoles. Bonjour Romain, Jessica et Géraldine. Ai-je bien compris que vous accompagnez également l'achat d'appartements avec des rénovations simples si vous pouvez coordonner? Je me demande si ça pourrait potentiellement accroître le nombre de biens à considérer que nos achats. Bah, écoutez, merci beaucoup. Bonjour Bertrand. Bertrand qui est un client qui nous fait confiance. On est en pleine recherche. Tout à fait. Écoutez Bertrand, nous là, Jessica vous donnez l'exemple d'un projet qu'on a mené de A jusqu'à Z. On en aurait beaucoup d'autres. Donc, il ne faut pas hésiter. Vous avez mon WhatsApp, il y a le groupe avec Géraldine. On en parle ensemble, mais c'est totalement envisageable dans le cadre d'un achat qu'on vous accompagne également pour obtenir des devis et faire des travaux à partir du moment où justement on a défini l'appartement qui vous correspond le plus. Merci pour ce webinaire très clair et excitant. Bah, encore merci Bertrand. Est-ce que vous avez des bureaux sur Paris pour nous rencontrer? Joseph, je vous dis ça, j'espère que vous êtes encore là. Nous n'avons pas de bureau à Paris, en tout cas dans l'immédiat, mais, je dis bien mais, nous serons à Paris ce samedi. Et j'aurais dû le dire à tout le monde, je vous prie de m'excuser. Pris dans le feu de l'action, on a oublié. On est à Paris ce samedi, donc 23 mars, pour vous rencontrer. On sera à la Cité Griset, si je ne dis pas de bêtises, c'est dans le 11e, de 10h à 18h. Donc, je serai présent, je prends le train vendredi, avec Thomas, qui est donc, notre fondateur basé à Valencia, Anthony Lerouge, qui est basé à Benalmádena, donc à côté de Malaga pour la Costa del Sol, et Bastien Fitoussi, qui est notre super directeur d'agence pour Madrid. Donc, vraiment, pour tous ceux qui peuvent venir, qui sont basés à Paris et ont un petit moment durant leur samedi, vous avez dû sûrement recevoir, si vous avez reçu le mail de cette newsletter, un mail d'invitation pour ce moment-là. On est à guichet fermé parce qu'on attend déjà quasiment une centaine de personnes et on sera 4, donc on n'a pas envie de vous faire attendre des heures non plus et être victime de notre succès. Donc n'hésitez pas à réserver pour qu'on puisse être sûr de vous recevoir comme il se doit. Frédéric Marcel, bonjour Frédéric. Est-il intéressant, Frédéric qui aussi nous fait confiance pour le projet, est-il intéressant d'ouvrir un compte bancaire dès à présent, même si on devait acheter que l'année prochaine, y a-t-il des comptes placement d'ici l'année prochaine? Pour moi, il n'y a aucun intérêt d'ouvrir un compte à l'avance en Espagne et les possibilités de placement, en tout cas sur de la banque commerciale, de particuliers, sont moins intéressantes. Je vous le dis, on est français, j'ai des comptes ici, j'ai des comptes en France. Il y a quelques facilités en plus, je trouve, du côté de la France. Donc, je ne conseillerais pas forcément. Carole Desroches, je reprendrai contact avec Jessica, avec qui j'ai déjà échangé sur notre projet. Écoutez, Carole, avec plaisir. Avec plaisir. Jessica est là. Alors, on vous répondra. Et enfin, nouvelle question de Romain. Oui, mais en France, c'est plutôt du fixe, en Espagne, plutôt variable. Non, je ne suis pas d'accord. Désolé Romain, mais encore une fois, merci de poser la question. Ça permet d'éclaircir ce point avec tout le monde. Aujourd'hui, l'intégralité des clients qui nous ont fait confiance pour leur achat et l'obtention du crédit ont obtenu des taux fixes. En Espagne, il y a la culture du taux variable. Les Espagnols font beaucoup de crédits à taux variable. Ça va dépendre des revenus, ça va dépendre des capacités financières des gens. Mais aujourd'hui, tous nos clients obtiennent des taux fixes. Et toutes les opérations qu'on est en train d'effectuer en ce moment sont sur des taux fixes. Donc, rassurez-vous, je sais qu'en France, on n'aime pas les taux variables et je suis français, donc je le comprends totalement. Mais il y a vraiment d'autres possibilités. Merci à vous aussi, Arthur, pour ces gentils mots. Il n'y a plus de questions. Donc, écoutez, ravi d'avoir pu passer ce moment tous ensemble. Nous, on était très contents de pouvoir partager ça. Merci beaucoup à vous aussi pour votre participation et j'espère vous revoir bientôt. On espère vous voir très rapidement. N'hésitez pas à prendre rendez-vous via le lien que j'ai partagé ou également directement via notre site. Et puis, on espère vous voir très vite. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.